Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Rwanda, via l'Office rwandais pour la société de l'information, RISA en sigle, a été nommé champion au sommet mondial sur la société de l'information lors de la cérémonie des champions organisée par l'Union internationale des télécommunications à Genève, en Suisse. Plus de détails dans cette grande édition. La Société internationale d'audit, BDO, a célébré ses 10 ans d'activité au Rwanda. Et à l'étranger, l'ancien ministre russe des Transports a été retrouvé mort après son limogeage par Vladimir Poutine. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais tout à l'heure en titre, le Rwanda, via l'Office rwandais pour la société de l'information, RISA en sigle, a été nommé champion sommet mondial de la société de l'information lors de la cérémonie des champions organisée par l'Union internationale des télécommunications à Genève, en Suisse. Suivez les détails. Le Rwanda a été reconnu pour sa contribution à la promotion de la littératie numérique, l'autonomisation des jeunes et l'adoption des services électroniques à l'échelle nationale. Avec plus de 3,2 millions de citoyens formés, le Rwanda accélère son parcours vers l'inclusion et la transformation numérique. L'ambassadrice du Rwanda à Genève, Urugeni Bakuramutsa, a reçu le prix au nom du Rwanda lors de la cérémonie des champions organisée par l'Union internationale des télécommunications. La reconnaissance du Rwanda dans ce domaine et ses efforts dans le développement du numérique semblent une évidence étant donné que le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, co-préside avec Carlos Slim la commission sur l'Internet à haut débit. Lors de la récente réunion de la commission, le président Paul Kagame avait d'ailleurs souligné qu'il faut multiplier les efforts pour surmonter les défis qui s'osent encore dans ce domaine. 15 years ago, we began with a simple conviction. Au cours des 15 dernières années, nous avons commencé avec l'espoir que le haut débit devrait être accessible à tous et partout, car c'était un outil essentiel pour favoriser le développement durable. À l'époque, la connectivité ne touchait pas une grande partie de la population, notamment en Afrique. Aujourd'hui, le haut débit stimule la croissance économique, élargit l'accès à la connaissance pour le plus grand nombre, que ce soit en zone rurale ou urbaine, et rapproche les gens même s'ils se trouvent sur des continents différents. Ensemble, nous avons réduit le coût d'accès, amélioré la couverture et élargi les modes de connexion à des millions de personnes. Cependant, malgré ces progrès, des lacunes persistent en matière d'accès et d'utilisation. Des millions de personnes restent exclues, soit parce que la connectivité ne leur parvient pas, soit à cause d'autres obstacles qui les laissent en marge. Les preuves montrent que les anciens modèles d'investissement ne suffisent plus si l'on veut atteindre les utilisateurs aux revenus modestes. Notre continent est majoritairement composé de jeunes talents aux compétences diverses qui ont besoin d'opportunités pour innover. La bonne nouvelle, c'est que nous observons une augmentation des investissements dans les infrastructures numériques. Mais il est clair que nous pouvons faire encore mieux. Nous devons traiter en priorité les défis liés au coût, au développement des compétences numériques, à la géolocalisation des populations et combler la fracture de genre au même titre que nous considérons les infrastructures physiques comme des urgences. With the same urgency we give to infrastructure. L'année 2025 marque en effet le 20e anniversaire de la création du sommet mondial sur la société de l'information. Ce sommet offre à la communauté internationale l'occasion de réimaginer une société de l'information centrée sur l'humain, inclusive et orientée vers le développement. Une résolution ad hoc de l'Assemblée générale des Nations unies a appelé à une réunion de haut niveau en 2025 pour examiner la mise en œuvre globale des résultats du sommet mondial sur la société de l'information. La vision du sommet est d'établir une société d'information centrée sur l'humain, inclusive et orientée vers le développement afin de tirer parti du potentiel des technologies de l'information et de la communication pour le développement durable.
La grande édition sur Rwanda TV. Le Rwanda continue de promouvoir son image à l'international grâce à des partenariats stratégiques avec des clubs de football de renom. Ce mardi 8 juillet 2025, 3 joueuses de l'équipe féminine d'Arsenal, Caitlin Ford, originaire d'Australie, Katie Maccabi, originaire d'Irlande, et Laia Codina, originaire d'Espagne, sont arrivées au Rwanda dans le cadre de leur coopération avec Visit Rwanda. Le Rwanda continue de promouvoir son image à l'international grâce à des partenariats stratégiques avec des clubs de football de renom. Ce mardi 8 juillet 2025, 3 joueuses de l'équipe féminine d'Arsenal, Caitlin Ford de l'Australie, Katie Maccabi de l'Irlande, Laia Codina de l'Espagne, sont arrivées au Rwanda dans le cadre de leur collaboration avec Visit Rwanda. Ce partenariat entre le Rwanda et Arsenal, qui dure depuis mai 2018, a permis de placer le Rwanda comme sponsor principal des maillots du club, avec l'inscription Visit Rwanda sur les manches des maillots seniors, des juniors en dessous de 23 ans, Under 23, et les féminins. Les 3 joueuses ont visité le pays pour la 2e fois, à l'exception de Codina, qui s'y rend pour la première fois, après leur victoire récente en Ligue des champions féminines de l'UEFA avec Arsenal. Leur programme inclut des visites de sites touristiques célèbres comme le parc de la Kagera et plus encore. En parallèle, un autre partenariat entre le Paris Saint-Germain et Visit Rwanda existe depuis 2019 et vise à attirer des investisseurs et à faire la promotion du Rwanda comme destination touristique. Le 6 juillet 2025, JJ Okocha, ancien joueur du PSG, et Didier Domi, autre ancien joueur du PSG, sont arrivés au Rwanda pour une visite en lien avec le partenariat. Leur programme inclut la découverte des sites naturels comme le Parc national des volcans et des monuments culturels et historiques. Ce partenariat va aider le Rwanda à générer des revenus touristiques tout en renforçant son image à l'international. En avril 2025, le partenariat entre le PSG et le Rwanda a été renouvelé jusqu'en 2028 et il a permis de promouvoir l'image du pays à travers diverses actions de visibilité. Le Paris Saint-Germain met en avant le Rwanda dans son stade, Parc des Princes, porte des maillots Visit Rwanda à l'entraînement et fait la promotion de la destination au sein de ses événements internationaux comme la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Ces partenariats avec des clubs comme Arsenal et le PSG sont bénéfiques pour le Rwanda à plusieurs niveaux. En plus de renforcer son image touristique, le pays attire également des investisseurs étrangers, notamment en France et en Angleterre, et utilise ces occasions pour montrer son potentiel dans des domaines comme l'art, la culture, le sport et le tourisme. Au cours de l'exercice 2024-2025, l'Office rwandais des recettes a collecté 3 079,8 milliards de francs rwandais, soit 101,3% de son objectif annuel fixé à 3 041 milliards de francs rwandais et représentant 52,9% du budget national de l'exercice précédent. Cette performance est notamment due à des mesures renforcées telles que la généralisation de l'utilisation des reçus IBM, la lutte contre la contrebande, en particulier transfrontalière, ainsi que les prix offerts aux personnes émettant des factures conformes. Des précisions avec Michel Iladoukonda. Au cours du dernier exercice 2024-2025, 3 079,8 milliards de francs rwandais grâce à diverses activités fiscales, soit 52,9% du budget de l'exercice précédent. Ce chiffre représente 101,3% de l'objectif fixé par l'Office national des recettes pour l'exercice précédent qui était de 3 041 milliards de francs rwandais. Les mesures prises, notamment l'augmentation de l'utilisation et de l'émission des reçus et des factures IBM, la lutte contre la contrebande, notamment transfrontalière, et la récompense des personnes qui établissent ces reçus, sont autant de facteurs qui ont permis de collecter cet impôt. Au cours de l'exercice 2025-2026, l'Agence nationale des recettes vise aujourd'hui à collecter 3 628 milliards de francs rwandais d'impôts, ce qui équivaudra à 53% du budget national pour l'année 2025-2026, soit 7 732,5 milliards de francs rwandais.
Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Je vous l'ai dit au début de cette grande édition, la Société internationale d'audit BDO a célébré ses 10 ans d'activité au Rwanda. Elle se réjouit car cette décennie a été une période propice à la fourniture de services de qualité en comptabilité ainsi qu'à une excellente collaboration avec diverses institutions, y compris les organes gouvernementaux. Oui, Grant Millers est une entreprise qui existe depuis 8 ans. Dès la création de notre société, nous avons partagé beaucoup d'expériences avec BDO. BDO est un partenaire stratégique sur notre chemin du développement. Dès lors, la création de notre société, BDO nous a beaucoup appuyé, surtout dans le domaine comptable, dans le domaine des taxes et surtout dans la formulation de notre stratégie. Jusqu'à récemment, l'année passée, en 2024, quand nous avons eu une idée ambitieuse de mobiliser le fonds sur le marché des capitaux au Rwanda. BDO nous a beaucoup accompagnés jusqu'au résultat final, quand nous avons pu lever 5 milliards de francs rwandais, ce qui a été un pas très important. Et dans l'avenir, sur la liste de nos ambitions, nous sommes très convaincus que BDO sera là pour nous accompagner. BDO Rwanda est un cabinet professionnel de premier plan offrant des services d'audit, fiscalité, conseil et externalisation avec un fort ancrage local, des initiatives sociales et une expertise régionale étendue. La ville de Kigali apporte des éclaircissements sur les problèmes identifiés dans le rapport de l'auditeur général du budget de l'État, clos plutôt en 2024. Les députés membres de la commission chargée du contrôle de l'utilisation des fonds et des ressources publiques ont interrogé la ville de Kigali sur des points tels que la construction de routes avec la participation de la population. La ville de Kigali a apporté des éclaircissements sur les problèmes identifiés dans le rapport de l'auditeur général du budget de l'État, clos en 2024. Les députés membres de la commission chargée du contrôle de l'utilisation des fonds et ressources publiques ont interrogé la ville de Kigali sur des points tels que la construction des routes avec la participation de la population à hauteur de 30% et de 70% pour la ville, mais dont le démarrage a tardé. La population y avait contribué, mais le rôle de la ville n'a pas été clairement démontré, ce qui a découragé. Ces routes ont été construites par des entrepreneurs qui n'ont pas respecté les contrats et ont été mal construites sans suivi. La question des plans directeurs de logement qui a été approuvé, mais non autorisé à construire par la population, etc. L'administration de la ville de Kigali a expliqué aux députés que les problèmes de la construction de routes auxquels la population a participé étaient d'abord dus à un manque de budget et de directives. Cependant, une ligne budgétaire d'1 milliard de francs rwandais a été prévue dans le budget de l'année 2025. Les fonds obtenus vont être utilisés et toutes les exigences seront expliquées à la population. La mairie a ajouté que les efforts seront déployés pour encourager ceux qui ont les capacités de construire ces routes à 100% par la ville de Kigali et à les aider à les superviser. Concernant la construction des routes non conformes aux normes, le maire de la ville de Kigali, Dusengiyumva Samuel, a expliqué aux députés que tous les problèmes identifiés sur ces routes seront résolus. Parmi ces problèmes, celui des équipements achetés par la ville de Kigali qui restent entreposés au point d'être endommagés, causant également des pertes à l'État. La ville de Kigali a indiqué que la solution pour résoudre ce problème était la vente aux enchères. Les députés ont demandé pourquoi la ville de Kigali investit autant dans ces équipements et les revend ensuite aux enchères s'ils sont inutilement achetés. La ville de Kigali a expliqué qu'il s'agissait d'équipements excédentaires, notamment dans le secteur de la construction. Le rapport de l'auditeur général a indiqué que le taux de conformité de la ville de Kigali aux recommandations de l'auditeur est passé de 60% à 51%. Les députés qui ont formé la commission ont voulu connaître la raison de ce problème. La mairie de Kigali a indiqué que cela était dû à des difficultés d'obtention de budget, à des erreurs dans les marchés publics et au problème de la décharge d'Ndoa qui n'a pas encore été résolu de manière satisfaisante.
Le Rwanda se félicite d'avoir reboisé plus de 2 millions d'hectares ces 31 dernières années, ce qui représente plus de 30,4% de la superficie totale du pays. Durant cette période, des espèces animales autrefois menacées ont été réintroduites dans leur habitat naturel et le pays est aujourd'hui un exemple mondial en matière d'interdiction des sacs plastiques. Ces réalisations, parmi d'autres, témoignent des mesures et politiques ambitieuses que le Rwanda a mises en place pour protéger l'environnement, lutter contre le changement climatique et promouvoir un tourisme durable au bénéfice de la nation et de sa population. Le pays a également réhabilité 12 zones marécageuses, dont la plus emblématique est celle de Lugezi, auparavant gravement dégradée. La secrétaire permanente au ministère de l'Environnement, Béatrice Chiza, affirme que la restauration de ces marécages a généré de nombreux bénéfices pour le pays. On a fait beaucoup de choses dans le cadre de l'environnement, changement climatique et aussi l'économie verte. Mais ici, je peux peut-être dire un peu dans le cadre de Vision 2020. Nous nous étions fixés un objectif ambitieux de restaurer 2 millions d'hectares dans le cadre de Bond Challenge. Et cet objectif a été atteint avec succès et nous avons atteint une couverture forestière de 30,5%. Et c'est une chose à célébrer comme pays parce que ça, c'est la conservation. C'est la conservation à travers planter des arbres et aussi maintenir ces arbres parce que les arbres ont beaucoup de bénéfices pour nous, pour notre vie, pour notre économie, mais enfin pour aussi la sustainability de tout ce que nous faisons. Et également, je l'ai dit auparavant, que nous avons aussi parvenu à réintroduire les Big Five. Les lions qui n'étaient pas là avant, on a parvenu à les introduire. Et on a parvenu aussi à introduire d'autres animaux dans nos parcs nationaux. Et ça, c'est aussi un jalon majeur pour la conservation. Donc, nous sommes aussi contents de cela parce que cela a boosté aussi le tourisme, le secteur du tourisme. Et nous avons aussi parvenu à réhabiliter des zones humides. La réhabilitation des zones humides, c'est aussi une très grande chose que nous pouvons célébrer parce qu'auparavant, les zones humides étaient vues comme toute autre terre, ce qui n'était pas bien du point de vue conservation et du point de vue conservation de l'environnement ou protection de l'environnement. Parce que les zones humides ont leur fonction tampon, comme fonction de retenir de l'eau, fonction de prévenir l'inondation. Et tout cela n'était pas le cas quand on n'avait pas encore pris cette loi qui devrait prendre en compte les terres humides et les zones humides. Alors, avec cela, on a pu réhabiliter les zones humides, particulièrement la zone de Rugezi, qu'on peut dire. Et ça a un impact significatif sur notre vie et sur la production hydroélectrique que vous pouvez savoir aussi, et sur la génération de l'électricité. Et cela vraiment est une grande chose à célébrer, c'est un jalon majeur pour nous. Et il y a aussi, je crois qu'on a aussi réussi à interdire les sacs plastiques. Cela, c'est aussi une autre chose à célébrer parce que cela nous a fait un pays qui est propre mais aussi engagé pour la conservation de l'environnement. Ça a montré notre contribution par rapport à la conservation de l'environnement mais au niveau aussi mondial. Il y a aussi différents projets que nous mettons en œuvre pour aussi protéger non seulement l'environnement, mais aussi la population, et aussi visant l'économie durable, l'économie verte, mais aussi l'économie durable du pays. On a différents projets. Ici, je peux dire comme le projet de Volcanoes Community Resilience. C'est un projet qui vise à renforcer la résilience de la population et l'écosystème dans la région du Nord, spécifiquement dans le corridor de Vunga. Et là, c'est un projet qui va viser à réduire les désastres créés par l'eau qui vient du volcan. Et il y a aussi
Ça va aussi permettre de créer la résilience de la population en mettant en place de maisons qui sont résilientes, en mettant en place aussi des infrastructures qui sont résilientes, mais aussi en mettant aussi en place une gestion des catastrophes naturelles ou des catastrophes provenant de l'eau qui viennent du volcan. Et aussi, ça va nous aider à promouvoir les infrastructures vertes et résilientes. Et enfin, maintenant, promouvoir aussi la résilience de la population elle-même et booster aussi l'économie de la population elle-même. Toujours sur le sujet de l'environnement, le parc national de la Kagera fête ses 90 ans d'existence. Les autorités du parc se félicitent surtout d'avoir réussi à en faire un véritable attrait touristique grâce aux efforts considérables déployés par le pays dans la sauvegarde de la faune et de la flore de cette réserve naturelle. Depuis que je suis ici, je pense que, de mon expérience professionnelle dans les autres parcs, je pense que la grande différence qu'on a ici, c'est, comme je viens de vous dire, ce travail conjoint entre les communautés et le parc national. Je pense que c'est l'essentiel du succès du parc La Kagera. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. La gestion du parc, vous avez les Big Five qui sont arrivés. On a créé un circuit, il y a un circuit de 10 jours comme je viens de vous dire, mais plus que ça, il y a une redistribution dans les communautés. Ils voient l'aspect positif et d'une gestion correcte de la conservation. Ils comprennent la conservation. Les 70 rhinos que nous avons accueillis font partie d'un programme qu'on appelle le Rewind, remettre les animaux dans leur milieu naturel. African Park, l'organisation avec laquelle nous travaillons, ils ont récupéré une ferme de 2000 rhinos blancs en Afrique du Sud avec le projet de les remettre dans leur milieu naturel sur 10 ans. Nous sommes le premier pays, avec l'expérience qu'on a, nous sommes le premier pays qui a été choisi pour ramener les 70 rhinos. Donc 2 objectifs. 1, nous avons l'expérience de les gérer. 2, ça fait partie d'un programme de remettre les animaux dans leur milieu naturel. Et 3, je pense le choix qui a été fait sur le Rwanda, c'est la sécurité. Ce sont des animaux, des espèces qui sont vraiment chassées. En Afrique du Sud, je pense que tous les jours, il y a un ou 2 rhinos qui sont braconnés. Par contre, ici, la sécurité est à 100%. Ça nous rapporte, en termes de conservation, c'est une image qui est très bonne. Ça veut dire qu'on a un endroit sécure pour pérenniser la sécurité des rhinos blancs. 2, au niveau tourisme, je pense que d'avoir des rhinos dans la zone du Rwanda, c'est un must. On a les gorilles, on a Parc de Nyungwe avec les chimpanzés, on a La Kagera avec les Big Five. Vous voyez que le tourisme, ça booste le tourisme au Rwanda. À l'image mondiale, ça nous met... nous avons un pays où on a les Big Five, ça c'est sûr, mais le plus important, c'est pas d'avoir les Big Five, c'est d'avoir les Big Five en bonne sécurité. En sécurité, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si je parle de la Kagera, parce que je peux pas parler d'autres parcs, l'année passée, on a accueilli 48 000 touristes. Si on repart 10 ans à l'avance, on n'en accueille que 15 000. Vous voyez la progression. Donc, où ça nous met au niveau du Rwanda, ça nous met dans un pays touristique à haute valeur ajoutée. Gorilles, chimpanzés, Big Five. Les lions, il y en avait. Dans ce parc, il y a des années, il y en avait. Donc, ce n'est pas un problème pour l'adaptation. En termes de... c'est un carnivore, donc ils ont tout ce qu'il faut pour se reproduire et pour manger. Les rhinos, le rhino noir aussi, il y en avait. Donc c'est une réintroduction après une extinction au niveau d'ici. Et comme je vous ai dit, les rhinos blancs, ça c'est vraiment en termes de conservation. Ça veut dire que African Park veut mettre des rhinos blancs dans des espaces sécurisés, en prévision
si on continue à les braconner, parce que la corne de rhino coûte très cher, et les pays asiatiques, etc., perdent beaucoup d'argent, c'est pour ça que, et ici ils sont en sécurité. Ça veut dire que peut-être dans une dizaine d'années, nous serons les distributeurs de rhinos. Dans tous les pays où il y avait les rhinos, il n'y en a plus, on pourra redistribuer ces rhinos. Ça, c'est aussi un must pour le pays. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.